nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin mí. Je suis seul. La nuit vient et je me souviens d'un an d'amour, des années de regrets, des feuilles mortes et le temps passé. L'automne emporte les rêves et les fables, un an d'amour, c'est irréparable. L'automne emporte les rêves et les fables, un an d'amour, c'est irréparable. C'est une histoire des années 50 et de toujours. Un long jeune homme blond grandit sous le ciel de Paris et rêve de gloire, d'argent, de filles, d'amour surtout. Il rêve au point de tout lâcher pour une belle aux yeux clairs. Quand la belle le trahit, il compose cet irréparable, sans savoir que sa chanson deviendra bien plus tard un succès international. Pour l'heure, Nino Ferrer, l'inconsolable adolescent, vibre au milieu de sa bande aux terrasses joyeuses de Saint-Germain-des-Prés. Lui, il était Henri IV, moi Louis Grand. On séchait ensemble. Notre lieu de rencontre, c'était soit ce bar qui s'appelait La Faluche, soit évidemment le Capou, c'est-à-dire le Capoulade, qui était un grand truc qui faisait l'angle de la rue Soufflot, en bas de la rue Soufflot au Luxembourg. Et entre deux cafés, tout d'un coup, on disait « Allez, on va jouer ». Alors moi, j'avais une caisse claire, juste. Lui, il avait son banjo. Et puis, on allait au Luxembourg. On se faisait virer par les gardes. Pas le droit de faire de musique. Alors, on partait sur les quais de la Seine. Et c'est là où on avait commencé, sous le Pont-Neuf. Et puis alors, nos copains qui commençaient à faire la quête pour nous, on s'est aperçu au bout d'une demi-heure, une heure, mais qu'on avait gagné plus que mon père en un mois. L'orchestre s'est formé comme ça, avec Nino, au départ, qui jouait soit de la basse à cordes, soit du banjo, Stéphane qui jouait de la clarinette et moi de la batterie. C'était vraiment le trio de base. Et après, on prenait des musiciens pour compléter 5-6 musiciens, avec trompette, trombone, etc. Et donc, on a débuté en faisant des balles d'école, parce que les grandes écoles, toutes, font chaque année les galas annuels. Donc, moi, je peux dire, j'ai mis arrêté au bac et grâce à la musique, j'ai fait toutes les grandes écoles. Quand on était vraiment des copains, des frères on était, c'était pas des copains, c'était au-delà. C'est une période extraordinaire. Nous, à cette époque-là, faire une carrière, c'était 10 ans, 20 ans, 30 ans, toute une vie, comme les anciens. Et donc, on admirait Sidney Bechet, qui avait été le feu, l'étincelle qui avait mis le feu en France sur le jazz, mais enfin tout. Après, bon, Louis Armstrong, tout ça. Et nous, on arrivait, Saint-Germain-des-Prés avait été, c'est pas nous qui l'avons fait, c'était nos aînés de seulement 10 ans, Claude Luther, etc., Juliette Gréco, qui eux ont bénéficié de cette après-guerre. Nous, quand on arrivait, il fallait ramer. Donc on a ramé, et au moment où on commençait, je parle de toute la période de jazz, de l'orchestre de jazz et tout, moi je commençais à être un peu connu, Nino, bon, c'est ces trucs, ça. Et tout d'un coup, paf, nous sont arrivés dessus, les yéyés. Mais c'était eux les vedettes. Et nous, il a fallu s'adapter, parce que c'était ça ou crever. Et c'est là où on a changé, Nino, où on est passé des rythmes ternaires purement jazz au binaire. Ray Charles a été le premier à faire un tube avec du binaire. Madame Martini, qui a la Folie Pigalle, cherchait une fille en 62 qui chantait du rock. Et il n'y avait pas, en 62, il n'y avait pas. Donc, j'ai contacté Richard Bennett. On a remplacé Vince Taylor,
qui partait, ça marchait fort pour lui, il partait en tournée. Et nous, on était ravis. Et c'est là que j'ai vu que Nino savait chanter. Et je lui ai dit, tu veux pas chanter? Ah, il a dit oui. Et en plus, il faisait la deuxième voix avec moi. Toujours, pour Nino chanter une chanson, j'allais me changer la robe. Et quand on est allé à l'Olympia, mes impresarios ont dit, ah, tu peux pas laisser Nino chanter là. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il va faire trop de succès. J'ai dit, mais je voudrais qu'il fasse de succès. Je veux pas un look devant moi, je veux que ça swing. Et il chantait, je me souviens, Nobody but me. Nobody. Et il a fait un triomphe. Et j'étais tellement heureuse pour lui, qu'il cassait tous les jeunes filles qui criaient après lui. Et à la fin de l'Olympiade, je le sentais. Il m'a dit, Nancy, je vais partir, J'ai dit, fais-le, mon chéri. Fais-le, tu as le talent. Fais-le. Oui, alors son père, lui, il était toujours comme un vieux savant, un peu dans les nuages, on parlait. Et sa mère, alors, elle était très, très angoissée qu'il fasse de la musique. Parce que ça le détournait de ses études, donc moi j'étais le mauvais génie, mais en même temps elle me faisait confiance. Hé Richard, qu'est-ce que vous pensez? Vous croyez que Nino a raison? Alors, mais oui madame, ne vous en faites pas, etc. Mais ce qu'il y a de marrant de l'histoire, c'est que s'il avait été archéologue, comme il commençait il se préparait à faire ça, il l'a fait un peu d'ailleurs, je crois qu'il n'aurait pas gagné l'argent qu'il a gagné dans la musique. Sa mère avait vraiment tort de se faire du souci. Chanson à lui qu'il avait commencé à écrire, notamment Pour oublier qu'on s'est aimé, et toute cette série de chansons extraordinaires, dans un petit studio, ça je me souviens très bien, un petit studio pourri, avant qu'il signe quoi que ce soit avec une maison de disques. Et je me rappelle de ces séances, vous avez dû retrouver les disques d'ailleurs, les 45 tours, 4 faces, qui étaient pourris, mais les chansons étaient là. Et après on s'est mis à travailler un peu. Travailler, non. Ce serait mentir que de dire qu'on a travaillé. Il m'a demandé si je savais jouer de l'orgue. En tant qu'escroc, j'ai dit oui. Je ne savais même pas comment allumer l'orgue. Et on s'est retrouvés un soir dans une boîte des Champs-Élysées. Il y avait un orgamon et c'est une choriste qui était là qui m'a expliqué comment on l'allumait. Il y a un bouton dessous pour l'allumer. Je ne savais pas. Et c'était l'époque où on pouvait faire n'importe quoi. Contrairement à maintenant, on pouvait démarrer le métier en sachant rien et en y allant avec le culot. Donc j'ai appris là-dessus, j'ai appris à jouer comme ça. Ils ont tous appris à jouer comme ça, on dirait. Puis, ils ont pris les choses au sérieux, travaillant dur, enchaînant les spectacles. L'hiver dans les boîtes parisiennes, l'été sur la Riviera à Saint-Tropez, évidemment, où tous ceux qui comptaient dans le showbiz se donnaient rendez-vous. La France twist, Nino Ferrer chante le blues. C'est dans cette foule joyeuse que le destin va passer, déguisé en petit chien. Il se passait que cet été-là, comme tous les ans, j'étais sur la côte à Saint-Tropez, et puis Madame Lorca, faisait une soirée à Saint-Tropez comme tous les ans, ces grandes soirées, me dit Richard, vous venez avec votre orchestre pour faire ma soirée. Je lui dis non, je suis désolé, maintenant j'ai plus d'orchestre, je suis directeur artistique chez Barclay, c'est fini. Oh là là, je dis mais moi, il y a mon ancien bassiste, vous vous souvenez, Nino Ferrer, ah oui, qui joue à la Playa, il a monté un orchestre de Rhythm and Blues où il fait du Ray Charles, et si vous voulez, je peux l'appeler pour savoir s'il pourrait se libérer pour cette soirée. Ah oui, merci, ok. Je vais voir Nino qui me dit d'accord. Donc cette soirée a lieu. Là, il y avait Brigitte Bardot, Eddie Barclay, toutes ces soirées Saint-Tropez, quoi. Il y avait une fille qui avait perdu son chien, et Nino, qui est toujours marrant, au micro, s'était mis à improviser sur ce truc genre un peu Stevie. Il n'avait pas vu Mirza, délire. Chaque fois à peine il attaquait ça, les gens hurlaient. Donc ce truc d'orgue, et c'est ce qu'on appelle un gimmick. Et c'est ça qui fait vendre un disque, il avait trouvé le gimmick, et c'est de là qu'effectivement on enchaînait après le téléphone, Gaston, enfin tous les autres. Vous avez etc. Vous voyez? Maintenant, si je vous faisais, moi, avez-vous vu Mirza sans commettre de faute de français? Vous pourriez pas être en train de faire dan 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 dan. Vous comprenez? Voilà, c'est là toute l'explication.
Et c'est là qu'on a vu que la chanson fonctionnait. C'est une anecdote, mais on s'est aperçu que la chanson faisait un tabac. On est rentré à Paris et on l'a enregistré. Ça a fait le tube que vous connaissez. Et ça a suivi, après, tout a suivi dans la même lignée. On écoutait dans une boîte où on jouait, on écoutait un titre à l'orgue. C'est devenu Les Cornichons. Il a mis des paroles sur un truc qui existait, une musique existante. C'est exactement comme on l'a fait, sauf que c'était beaucoup mieux joué, beaucoup mieux fait. Mais on est parti d'un truc, il a écrit le texte, et on l'a joué dans le ton du disque, qui explique pourquoi c'est beaucoup trop haut, il s'est gosé, il n'arrive pas. Parce qu'on n'a pas voulu le transposer, on le jouait comme ça. On n'avait pas la notion de se dire c'est trop haut, on va le baisser en tonalité, on va le faire comme il faut. Non, on le faisait, c'est l'époque où, je répète, on pouvait faire n'importe quoi. Et c'était bien. Une voix de crooner qui déraille et des paroles saugrenues, des sujets résolument futiles et des gestes de battleur. Nino invente un style, autant de loufoquerie dans les mots que dans la musique et réciproquement. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Liste improbable, inventaire à l'après-vert, il y a des cornichons, un affreux Jojo, un marchand de robes, des petits oignons, un Gaston et les téléphones, tout un univers fait de petites choses toutes simples avec lesquelles Nino s'est jonglé comme s'il n'avait fait que cela depuis toujours. Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, des petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons. En scène ou à la télé, il ressemble tout à la fois à un petit bourgeois farceur, à un héros de BD, à un dandy extraterrestre, à un pitre toujours soucieux d'élégance. Des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait. Elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter. Pour préparer les paniers, les bouteilles, les paquets et la radio. Au début, on s'habillait avec des redingotes, des chemises à jabot, on se mettait des fausses pattes. On avait des batteries avec un lion dessus, toutes peintes dorées. L'orgue, par exemple, avec des pieds Louis XV. Il fallait que ce soit noble. Nino avait envie d'être noble en tout. Il arrivait en tournée qu'on se prenne vraiment pour Count Basie, qu'on joue des trucs de grand orchestre. Et on n'avait pas honte de le faire. Et c'était pas mauvais. À 3. Je voudrais vous présenter mon grand orchestre maintenant. J'ai le privilège d'être accompagné par un grand orchestre qui s'appelle les Gotamous et qui comporte 2 éléments. Un chef d'orchestre qui s'appelle Bernard Estardi à l'orgue. Et un orchestre qui s'appelle Richard Hertel à la batterie. Le voilà dans les bacs au milieu des yéyés. Des Sheila, des Johnny, des Sylvie, Polnareff ou Claude François. On s'arrache ses disques. Ces chansons d'humour touchent tout le monde, toutes les générations. Le temps est bien loin où il écoutait du jazz en cachette sur son poste à galène, et même l'époque où il accompagnait la belle Nancy Holloway. Transistors et tourne-disques envahissent les foyers. La radio donne la parole aux jeunes, et dans les cafés, bien avant les clips, on regarde les chanteurs sur les écrans des Scopitones. À la télévision, le ton est encore très sérieux. Et le public s'étonne peut-être de découvrir un Nino calme, studieux, dans un décor bourgeois et qui parle de son amour pour la musique classique ou la grande littérature, entouré de ses parents. C'est la veille de mai 68, mais Nino Ferrer est ailleurs, tout occupé à tenir son rôle de vedette. Il vient d'avoir 30 ans et réalise enfin ses rêves d'adolescent. Les filles tombent à ses pieds, l'argent bien sûr lui embellit la vie. Il adore les belles voitures et même se faire conduire par un chauffeur. Les petits délires de Nino sont partout. On chante Mirza et Gaston dans la rue et dans les cafés, dans les bureaux et dans les cours d'école. Cet été est née une nouvelle chanson. Oh, et un bon. Mais est née également une nouvelle expression. Qui d'entre vous n'a pas dit cet été « Oh, et un bon »
Eh bien, ce soir, Oh et un bon, c'est Nino Ferrer. Déchiré parce que Nino a toujours voulu faire de la chanson romantique, de la belle chanson d'amour. Et il m'avait dit, ouais, tu vois, c'est bien fait, c'est tous des cons, ils y comprennent rien, voilà des paroles à la con, voilà ce qu'il leur faut. Et effectivement, ça a marché, mais alors il a été pris à son propre piège, le pauvre Nino. Et ça, après, c'est le problème des artistes qui, la plupart du temps, c'est assez rare qu'un artiste soit reconnu pour les choses pour lesquelles il souhaiterait être reconnu lui. C'est extrêmement rare, ça, dans la vie. Mais en revanche, c'est une chance d'être reconnu quand même pour quelque chose, plutôt que de ne pas l'être du tout. Et je crois qu'il en avait conscience, malgré tout. Pas sérieux. Mais pas de peau pour lui, les gens pensaient que c'était sérieux. Ça n'était pas sérieux. Mirza, c'était pas sérieux du tout. C'était pour rire. C'était pas un disque, c'était une rigolade. Ça commençait à être sérieux à partir de La Maison près de la Fontaine. Toute cette série, là, c'était plus sérieux. Là, ça traitait des sujets extraordinaires. L'écriture de Nino, j'ai jamais retrouvé. Enfin, si j'ai retrouvé, bien sûr, il y a des grands auteurs. Mais une écriture aussi personnelle et aussi concise, magnifique. Un Nino, comme tout Italien, évidemment, c'est un homme de verbes, de gestes, aussi de cœur, d'élan comme ça, et un conteur. Donc alors il m'a raconté évidemment tous ses déboires avec les maisons de disques, avec le show business, toutes ses frustrations, etc. Et je crois qu'en fait il parlait aussi beaucoup de lui. Je veux dire, au-delà de parler de sa situation, il parlait beaucoup de son ressentiment vis-à-vis de la vie, sans doute, et vis-à-vis du monde, dont il avait le sentiment qu'il ne le traitait pas comme il le méritait, à la fois pour la grandeur de son âme et celle de son talent. Oui, Nino a le blues. Dans son costume d'amuseur public, il se sent pris au piège. Il n'arrive pas à faire entendre ses textes plus poétiques, plus isolés, auxquels il tient encore plus qu'à ses grands succès. Le prix de la gloire est lourd, trop lourd. Il veut être ce qu'il est, un auteur, compositeur, interprète, pas un chanteur de barytoche. Il décide de partir pour l'Italie, son pays natal, pour changer la donne, peut-être, pour changer son image. Ici, on le connaît déjà pour l'une de ses chansons préférées, La Pelle Nera, un hommage à la musique noire américaine. Cette chanson, c'est celle d'un autre Nino, celle du blond noir, comme disent les Italiens. Il va pouvoir être lui-même, imposer enfin ses choix artistiques. Jimmy Wilson Pickett, Jimmy James Brown. Questa voce dove la trovate? Signor King, signor Charles, signor Brown. Io faccio tutto per poter cantare come voi, ma non c'è niente da fare, non ci riuscirò mai. Penso che sia soltanto per il mio colore che non voglio. D'abord, moi, ce que j'aimais, le fait que Nino était un vrai chanteur. Et ça, il a hérité ça des Italiens. C'est quelqu'un qui arrache une chanson. Comme les Italiens savent arracher, je sais pas, quand tu entends Volare et tu entends ces trucs-là, c'est des chansons qu'on arrache, quoi. C'est des chansons à tripes. Et c'était un chanteur à tripes. Malgré son petit gabarit, il avait un tonus extraordinaire. Et donc, nous, déjà, comme musiciens, on aimait le chanteur en lui. Et je vous garantis que c'est rare les musiciens qui aiment vraiment les chanteurs à 100%. Parce qu'en général, ce sont des vedettes, bon, avec ce que ça comporte dans leur fantaisie de vie, quoi. Et en général, peut-être quand on monte sur scène, un chanteur, tu ne l'aimes pas forcément, mais c'est un job. Donc tu fais ton job et pas plus, et tu préserves ta place. Tandis qu'avec lui,
On faisait notre job, mais en même temps, on se régalait parce qu'il nous a donné des bonnes vibrations. Ce n'était pas un chanteur bidon. Voilà. Nino, en Italie, est plus qu'à l'aise. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent complètement libéré. Il fait le séducteur et se laisse griser par ses propres succès et la Dolce Vita. Il est tellement populaire que la RAI lui confie le grand show télévisé du samedi soir, un show que l'Italie tout entière regarde en cette fin des années 60. Buonasera. Avete visto? Sono arrivato, macchinone, macchinetta, utilitaria, monopattino. Man mano che mi avvicinavo alla meta ho cercato di mimetizzarmi nel traffico, di perdere d'importanza. Io sono italianissimo. Nino Ferrer redevient l'amuseur public. Son talent, son humour, son énergie font merveille. Le grand public italien est emballé. Mais lui ne voit pas tout de suite qu'encore une fois, on l'aime surtout pour ses pitreries. Non, il ne se rend pas compte. Ou peut-être aussi, mais il s'amuse, non? Et même en faisant la réclame pour du fromage en tranche. Sapete che vi dico? Ora mi faccio un bel panino col formaggio. Non è mai un problema con le sottilette extra craft. Certo, craft, cose buone dal mondo. On le demande pour faire le clown, pas plus. Impossible d'aller plus loin. Ici non plus, il n'y a pas de place pour ses désirs d'artiste. Déçu, frustré, amer, il choisit de rentrer. Je suis contente de vous... Tout près de Paris, dans une immense maison qu'il veut toujours ouverte, Nino rassemble sa tribu, la famille, les amis, les musiciens. Il n'a pas participé au mouvement de mai 68 et a même pesté quand les manifestations empêchaient ses concerts. Mais dans les années 70, voilà que son regard change. Maintenant, ce sont souvent les bouleversements du monde qui inspirent ses chansons. C'est l'époque du peace and love et Nino a besoin d'air et d'espace. C'est un jardin décontracté qui est plein de gens et d'enfants et de chiens. Alors il n'y a pas de pelouse bien entretenue ou de parterre de fleurs. Cette maison est très grande et j'aime bien qu'il y ait des gens dedans. Alors il y a plein de gens et d'enfants, il y a beaucoup d'enfants aussi, des invités, des musiciens. La maison près de la fontaine. Et on n'était pas du tout d'accord sur le tempo, et puis il avait pris sa colère sans raison, comme d'habitude. Donc l'orgue était dans le coin du studio à droite, Nino était derrière le piano, bien caché derrière un paravent, et on ne voulait pas s'entendre. Il fallait jouer ensemble, mais sans s'entendre. Parce que dès qu'il m'entendait, pauvre con, saleté, et moi, pauvre italien de merde, on était là en train de s'insulter grave. Et c'est pour ça que si vous écoutez la chanson, ça fait la maison, sale con, près de la fontaine. Une chante comme ça. Tout le début, c'est tendu, mais c'est à couper au couteau. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Alors après, bien sûr, on a mis de la purée dessus, on a mis des cordes, on a mis des trompettes, et puis après, on s'est embrassé, tout allait bien. Mais si vous écoutez bien la voix, il a envie de me tuer, et moi aussi. Ça donne une rigueur, une rigidité à l'affaire qui est extraordinaire d'ailleurs. Parce que ça swing vraiment. Mais par le fait qu'on est chacun pour soi, et Dieu pour personne. La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, autour, il y avait le silence.
guêpes et les nids des oiseaux. La maison près de la fontaine, pour moi, ça reste une des plus belles chansons françaises du siècle dernier quand même. Hein. C'est un morceau qui a des odeurs, mais des odeurs de campagne, des odeurs de soleil, des odeurs d'été, enfin, je sais pas. C'est une chanson qu'on voit. C'est une musique qu'on voit. Ces lieux de rêve que raconte Nino, ce sont souvent les lieux de l'enfance. Un paradis perdu, désormais menacé par un monde de plus en plus froid et cynique. La mélancolie pourrait bien vous gagner, mais Nino, pour dépasser le malaise et dénoncer le mal, va encore une fois passer par la chanson. Il change encore de registre, s'endurcit et passe au rock. Wash your face, it's time for you to talk and move. Time to get out. Listen to the master son. Listen to the master son. Listen to the master son. He's got the place. Avec Mickey Finn, un guitariste anglais et survolté surtout, entouré d'un groupe de doudingues, il prend le maquis. Les morceaux qu'il fabrique sont plus durs, plus purs, plus sincères. Le groupe se cache dans des châteaux abandonnés, loin de regards et des agents de l'industrie du disque. Nino refuse de donner le change. Il abandonne les jeux de mots autant que les séductions à l'italienne. Là, c'est sa colère qu'il met en musique, et en anglais. Listen to the master son. Listen to the master son. He's got the name. And listen to the master son. Listen to the master son. Listen to the master son. He's got the place. We could sing it. He's got your name. Après le jazz, le blues calibre 12, comme il disait, et toute la musique noire, voilà Nino parti dans un voyage imaginaire. Il va puiser ses forces dans la révolte qui inspire le rock blanc des années 70. Il ne cesse de revenir à la musique américaine comme à une source. Fasciné par toutes les résistances, il s'est toujours senti proche des esclaves noirs. Et maintenant, des pacifistes et des libertaires. Son cœur le porte vers le sud. Ce n'est ni la Louisiane ni l'Italie. C'est son jardin à lui, où le temps ne compterait pas, où il ferait toujours beau, un lieu de rêve, mais où fatalement on n'ira pas parce que c'est comme ça. En 1975, sa chanson « Le Sud » va faire un malheur. Je l'ai vu chanter le Sud à la télé. Donc il était avec la petite Black, mignonne, qui était là, qui bougeait, qui dansotait derrière. Puis lui, il avait un chapeau, il était sapé un peu comme un gentleman sudiste américain, tu sais, avec les bottes de cow-boy et tout. Et donc il était avec une fille noire, quoi. Il chantait le Sud. Donc au départ, moi je pensais que c'était... Enfin, tu sais, t'écoutes pas forcément les textes la première fois, comme ça, tu vois, bon... Et donc, pour moi, c'était une sorte d'hymne un peu antiraciste, tu sais, où lui, il pouvait représenter ce négrier blanc, tu sais, ce mec-là, tu vois. Puis, donc, je prenais ça vraiment comme une évolution, tu vois, avec le mec très blanc, très blond, le chapeau, tu vois, le Stetson, le truc, et la Black à côté pour dire... ça peut aller mieux, quoi, tu vois, on casse tout ça, quoi, tu vois, toute cette période d'esclavage et tout ça. C'était rien qu'au look, sans écouter les paroles et avec le mot « le Sud », c'est le premier message que j'ai pris, moi. Il y a plein d'enfants qui se roulent sur la pelouse. Une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien.
Nino Ferrer, depuis Sud, on n'a plus tellement entendu parler de vous. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça marche pas. Ça marche pas, pour des tas de raisons. Bon, il est sûr que si on se laisse aller à la facilité, en ce qui me concerne, tout au moins, ça aurait pu marcher très facilement. Je me souviens encore maintenant du premier succès que j'ai eu, qui s'appelait Mirza. Vous vous souvenez peut-être de ça. Et ensuite, on m'a demandé de refaire Mirza. C'est ce qu'on voulait. On voulait que je refasse Mirza. J'ai eu beaucoup de mal à faire passer d'autres trucs. Par exemple, comme la maison près de la fontaine. Bon, maintenant, c'est le Sud qu'on me demande. On me demande le Sud, rien d'autre. On voudrait que je refasse le Sud, que je refasse le Sud. Le résultat, c'est que là, par exemple, cet album qui est sorti il y a 3 mois, eh bien, je n'ai pas eu un seul passage radio, je n'ai pas eu un passage en télé. Je veux dire, des passages radio, j'ai eu quelques passages radio, mais je n'ai pas pu faire une émission de radio, moi, participer à une émission de radio. Je crois que je n'ai jamais rencontré, même si j'ai vu beaucoup d'artistes et beaucoup de vedettes de télé et d'autres, etc., quelqu'un dont la mèche du système nerveux était aussi courte que celle de Nino. C'est-à-dire entre le moment où une contrariété venait le blesser et le moment où il explosait et où il créait un incident majeur, où qu'il soit, hein, ça pouvait être à une terrasse de café comme il nous l'a fait un matin dans une radio qu'il avait pourtant accueilli très gentiment pour la promotion de son album, qui passait ses chansons, avec un animateur qui le trouvait formidable. Et à un moment, juste avant les informations, évidemment, ils ont été obligés de chanter un peu une de ses chansons de 20 secondes ou 30 secondes. C'était insupportable pour lui, un attentat contre son intégrité artistique. Il s'est levé, il a cassé la porte, il est parti en insultant tout le monde. Voilà, ça c'était le Nino Ferrer que j'ai connu, extraordinairement attachant et en même temps colérique et soupolé comme peu de personnes au monde. La facette de lui que les gens aimaient, c'est parce que lui, il aimait de lui. Donc il y avait toujours un malentendu avec lui, succès, oui, mais d'où son côté un peu ours, son côté un peu hérisson, un peu dans le show business, quoi. Parce qu'il ne voulait pas faire comme tout le monde. C'est-à-dire, bon, j'ai fait un tube, je m'aligne derrière le tube. Nino ne s'est jamais aligné derrière un tube. Alors que c'était un faiseur de tubes. C'est ça aussi Nino Ferrer. La pire déchéance pour Nino, c'était de vendre du disque. Comme beaucoup. Vendre du disque, c'était honteux. Il y en a beaucoup comme ça. Mais il y en a beaucoup qui tiennent comme ça, qui tiennent longtemps, En ne vendant pas de disques, ils ont pu tenir 20 à 30 ans. En ne vendant pas. Alors là, un malheur de faire des succès énormes, et ça, il s'en est pas remis. Vous savez, j'ai un exemple flagrant, le Claude François, qui était mon meilleur ami, disait après Le téléphone pleure, après 2 millions de 45 tours, il dit, mais plus jamais ça. Plus jamais une chanson pareille. Parce qu'on ne s'en remet pas. Alors il s'en est remis, mais après il est mort. Il y a à méditer. Plus que jamais, Nino se sent étouffé par sa propre réussite. Encore une fois, il ne supporte pas que le succès d'un titre camoufle le travail d'un album entier. Il fuit, file au sud au sens propre, s'installe dans une bastide du XVe siècle près de Cahors, en pleine campagne, dans le Quercy blanc. Il y vit un monarque au milieu des siens et d'une kyrielle d'animaux. Le dandy urbain s'est métamorphosé en cow-boy retiré, profitant seulement de la liberté des grands espaces. Nino tourne le dos au Star System, accepte rarement les interviews, trie sur le volet ceux qui entrent dans sa tanière et protège son petit monde. Resta solamente da fare quello che ti paresse, ma mi paresse di scopare. Quindi allora scopo, tanto non è mica vero quello che ho imparato quando andavo a scuola. Erano tutte balle, il mondo è cattivo, quindi allora scopa con me. Oui, j'ai trouvé l'harmonie, j'ai trouvé un coin de paradis. Et je dois dire que je pense que j'ai beaucoup de chance pour ça.
Et je pense aussi que la vie dans les villes, ça m'angoisse, ça me met une boule d'angoisse dans l'estomac. Pour tenter de calmer cette angoisse, Nino peint, dessine tout en rondeur. C'est peut-être plus facile pour faire passer les ombres et les lumières. C'est plus doux. Des femmes fleurs, des paysages, des maisons, des nuages. Un univers d'humour absurde avec cette pointe de noirceur qui ne le quitte pas. Ses tableaux ne sont pas à vendre. Sa musique ne se vend guère, mais il est son propre maître et compose un artisan dégagé des contraintes commerciales. Jusqu'à la fin des années 90, il garde pourtant ses fidèles et gagne même un public plus jeune qui découvre son répertoire et de nouvelles chansons, dont La Désabusion, jeu de mots construit avec abuser et illusion. Nino reste le même, morose, écorché. Dans cette ville toute triste, je suis un escargot sinistre. Je me recroqueville et m'enquiste et je m'ennuie. Je suis coiffeur ou secrétaire, mécanicien, bibliothécaire. J'habite la banlieue ouvrière et je m'ennuie. Je m'ennuie. Je voudrais faire autre chose de ma vie. De ma vie, je m'ennuie. Je voudrais savoir comment sortir d'ici. Car il n'y a pas d'échappatoire du mauvais côté de la barrière. Depuis l'école jusqu'au cimetière, je fais ce qu'on dit. D'HLM en club de vacances, sans but, sans orgueil, sans vaillance. Je ne peux que suivre la danse, faire comme si je m'ennuie. Je voudrais faire autre chose de ma vie. De ma vie, je m'ennuie. Je voudrais savoir comment sortir d'ici. Je jouais juste avant lui, et puis à la fin de son concert, on a parlé dans les loges, puis il m'a dit tu vois, on est pareil. J'ai compris quand je t'ai vu, c'est toi, ta guitare, ton chant et tout. Il dit, tu vois, on fait la même chose, toi. Moi, là, je suis là avec ma gratte, j'ai même plus de gratte avec moi. Et puis, on est dos au mur, quoi. Et c'est une phrase, d'ailleurs, que j'ai lue après sur Clapton, qui disait que le mec solitaire, le bluesman, tout, c'est un mec qui est dos au mur face à tout le monde, quoi. Et je pense qu'il avait vraiment... à ce moment-là, ce truc-là, quoi. C'est-à-dire, il sentait que tout était dans ses mains, quoi. C'était à lui de se démerder. Il n'avait rien à attendre de quiconque, quoi. C'était lui, sa gratte, ses chansons, le public, puis après, il prenait les musiciens qui l'arrangeaient pour ce dont il avait envie, quoi. Mais le blues, quoi. Il avait vraiment ce côté-là, ouais. Le blues, le rock, la rage. Nino s'est essayé à toutes les formes d'expression artistique. Il a refusé compromis et compromission, a défendu bec et ongle sa vérité, sa liberté. À l'âge où l'on croit n'avoir plus rien à apprendre, Nino Ferrer, le clown, le provocateur, le doux solitaire, le romantique blessé, va relever le défi d'une nouvelle aventure. C'est la famille du théâtre qui vient le chercher cette fois. Et l'Arche de Noé, un spectacle généreux et populaire dont il écrit les musiques, fera un triomphe. 30e entrée, la lionne de Noé. 31e entrée, le petit veau de Yabal. Au Théâtre de l'Unité, on a toujours comme habitude de faire des fins de telle manière qu'on s'approche du public et on reste avec le public. Donc on était un tout petit peu inquiets. On s'est dit, il va pas aimer ça, dès que ce sera fini, hop, il va disparaître. Pas du tout, c'était le contraire. Il faut dire qu'il avait un très très bon rapport avec le public et le public adorait Nino. Primitivement, on avait pensé qu'il ferait le rôle de Noé. Parce que c'était le rôle titre. Et lui, il a dit, pas question, moi je veux faire Dieu. Moi je n'ai jamais fait quelque chose, je ne ferai jamais de ma vie quelque chose de plus important que Dieu. Et c'est un rôle qui me va comme un gant.
Et donc nous, on n'avait pas pensé à lui pour Dieu. Et on s'est dit oui, pourquoi pas, il va faire Dieu. Vas-y avec la musique, genre quand tu veux. Il avait une aura immédiate. Il avait un charme très puissant. Pas qu'un charme de Don Juan, un charme, le vrai charme, la vraie aura. C'est quelque chose qui ne s'invente pas dans le théâtre. On l'a ou on l'a pas. D'abord avancer les girafes et puis les vaches et les chevaux, les crocodiles et les corbeaux, les souris, les hippopotames et les chimpanzés. Rangez-les-moi bien dans le ventre de l'arche de Noé. Comme le théâtre danse sur la souffrance des hommes, et comme lui souffrait terriblement, c'est peut-être probablement pour ça qu'il a su donner une telle puissance dans Dieu, parce qu'il avait derrière ce malentendu qu'il a tout le temps mal vécu, très très mal vécu, entre un appétit de gloire et une haine de la gloire. Et comme il n'a jamais réussi dans sa vie à choisir entre les deux et à résoudre cette dualité, eh ben, il a toujours été malheureux, même quand je ne l'ai pas connu à ce moment-là, mais je suis sûre qu'au sommet de sa gloire, il devait être fou de joie et fou de malheur, les deux. Il a toujours vécu ces deux trucs-là. Rangez-les-moi bien dans le ventre de l'arche de Noé. Il est juste à côté, là tout près, non là-bas, juste au bout de ton doigt, à portée de ta main. Il est passé par là, il y repassera, tu le sens, tu le vois, juste un peu plus loin. Le voilà qui revient, là tout droit, devant toi, sur ta gauche ou plus bas. Le voilà, tu vois bien, il est juste à côté, là tout près, non là-bas, juste au bout de ton doigt. Aujourd'hui, 13 août 1998, on apprend que le chanteur Nino Ferrer s'est donné la mort près de sa propriété du Lot. Il avait 64 ans. Veux-tu venir ici? Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Veux-tu venir ici? Ça ne m'aide pas. Veux-tu venir ici? Oh, il est reparti. Pizza, 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 pizza. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois, c'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça.